Alors, la dernière fois, je vous ai montré que, contrairement à ce qui se passe en mécanique classique, la notion de durée n'est pas invariante par changement de référentiel. La durée mesurée dans un certain référentiel, ce n'est pas la même dans un autre référentiel. Et précisément, la relation entre la durée mesurée dans un référentiel et celle mesurée dans un autre, c'est celle-là. Alors, ici, j'ai mis P comme propre. Alors, ça demande de définir précisément ça. La durée propre, c'est la durée qui est mesurée, c'est la durée mesurée par une même horloge qui reste fixe dans un certain référentiel. Donc, quand c'est le cas, c'est-à-dire quand les deux événements ont lieu au même point d'un référentiel donné, la durée qu'on mesure, c'est par définition la durée propre. Voilà. Alors, toutes les autres mesures de durée, pour lesquelles les deux événements qui permettent de définir la durée n'ont pas lieu au même point, ça s'appelle des durées impropres. Alors dans pas mal de livres de terminale, c'est marqué durée mesurée, parce que dans le programme, il y a une phrase avec le mot, l'expression durée mesurée, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vous pouvez très bien mesurer une durée propre. C'est aussi une durée mesurée. Hein. Donc il faut éviter cette expression-là. On parle de durée propre ou durée impropre. Voilà la relation donc, qui relie les deux. Et le facteur gamma, c'est le facteur gamma de Lorentz que j'ai déjà écrit. Alors souvent on l'écrit 1 sur racine de 1 moins bêta carré avec bêta égale V sur C. Hein, donc c'est une notation c'est pas ma notation à moi. Tous les livres de relativité écrivent gamma et écrivent bêta hein, pour ce que je viens d'écrire. Pardon ? Bêta et gamma, donc bêta c'est le rapport V sur C avec bêta égale V sur C. Voilà, c'est une définition. Et je vous dis, ce n'est pas que ma définition à moi, c'est dans tous les livres de relativité que vous avez ça. Exemple, on va retrouver cette formule-là sur un cas concret sans passer par les formules de Lorentz. Cette relation-là, moi, je viens de l'établir dans le dernier cours à partir des transformations de Lorentz. Essayons de retrouver ça géométriquement. Alors, imaginez une horloge de fonctionnement, en principe extrêmement simple, une horloge qui fonctionne à la lumière. Alors, son fonctionnement, c'est le suivant. Vous avez un flash lumineux qui est émis ici, par une source ponctuelle. Et puis, vous avez de la lumière qui se déplace vers un miroir qui est situé à une distance L, voilà, à la verticale de la source. Et puis la lumière, bien sûr, se réfléchit sur le miroir et elle revient au niveau de la source. Alors, bon, ça se passe, mettons, dans un certain référentiel. Là, je vais dire que le référentiel qui est associé à cette source et à ce miroir, le référentiel dans lequel la source et le miroir sont fixes, c'est le référentiel S'. Voilà, ce référentiel-là. Alors, quelle est la durée qui sépare les deux événements suivants? Premier événement que je peux appeler E1, c'est l'émission de lumière. E1, l'émission de lumière, et E2, c'est la réception au niveau de la source. Après un aller-retour, hein, réception, après un aller-retour. Alors, le principe, si on parle d'horloge de lumière, hein, c'est souvent le nom qu'on donne à ce dispositif imaginaire là. Pourquoi on peut l'appeler comme ça? Parce qu'on peut très bien imaginer qu'au moment où la source reçoit de nouveau le photon, la lumière qui a été émise, eh bien immédiatement on en revoit un. Simplement, on peut imaginer même qu'à partir de la première émission, au niveau de la source, on place un miroir et donc vous avez de la lumière qui va faire constamment des allers-retours. Donc, comme il y a toujours la même longueur à parcourir, il y a toujours la même durée entre deux retours sur la source. Hein. Donc, si on compte
ces réceptions au niveau de la source, ces réceptions de signal lumineux, eh ben, on a créé une horloge, hein, en principe. Voilà, une horloge extrêmement simple. Alors, la durée qui sépare ces deux événements, je peux la mesurer dans le référentiel où la source et le miroir ici sont fixes. Alors, mettons, là j'écris quand même source et là miroir. Alors, cette durée, mettons, je vais l'appeler taux. Est-ce que c'est, réfléchissez-y un instant avec la définition, est-ce que c'est ce qu'on va appeler une durée propre ou une durée impropre, cette durée-là? Oui? Ça va être une durée propre, pourquoi? Parce que c'est un endroit d'un référentiel. Voilà, E1 et E2 ont lieu au même endroit dans ce référentiel, c'est toujours le même endroit, ça ne change pas de place. Donc je peux placer une autre horloge ici, fixe dans ce référentiel que j'ai appelé S', les deux événements ont lieu au même endroit pour la même horloge. Voilà. Donc cette durée étant mesurée par une même horloge fixe dans le référentiel S', c'est une durée propre. Bon, alors je vais tout de suite l'indiquer en mettant le P ici, durée propre. Alors cette durée propre, ici c'est extrêmement simple, vous avez un aller-retour à parcourir, donc c'est 2L comme distance, et c'est de la lumière, c'est un signal lumineux, donc vitesse de la lumière, C. Voilà la durée propre associée à un aller-retour. Bon, alors maintenant je considère le même processus, le même aller-retour, mais vu dans un autre référentiel. Mettons que, par exemple, ce référentiel S' que j'ai dessiné dès le début, mettons que, comme dans le cas de la transformation de Lorentz, il se déplace à une certaine vitesse, que je vais appeler vitesse d'entraînement, comme la dernière fois, par rapport à un autre référentiel que je vais noter S. Voilà. Alors, comme d'habitude, S et S' vont être... Alors, j'ai dit S', donc je vais mettre un axe X' ici, puis X pour l'axe des abscisses du référentiel S. Donc, comme pour la transformation de Lorentz, je vais considérer deux référentiels qui sont en translation l'un par rapport à l'autre, qui coïncidaient à l'instant t égal à 0. Donc, on dit qu'ils sont en configuration standard, dans ce cas-là. Donc, mettons que S' est en configuration standard par rapport à S, c'est-à-dire il est en translation rectiligne uniforme, translation par rapport à S, à la vitesse VE, vitesse d'entraînement. Alors, qu'est-ce que je vais voir dans le référentiel S? Ben, premier événement E1, il a lieu ici. Mettons. La lumière va monter vers le miroir. Sauf que, attention, la source et le miroir sont fixes dans S', donc se déplacent dans S. Autrement dit, si l'émission a lieu avec une certaine position de la source, mettons ici, la réception de la lumière se fait sur le miroir supérieur alors qu'il a déjà bougé. C'est-à-dire que, vu dans S, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est le miroir qui s'est translaté un petit peu vers la droite. Bon, et puis, alors ça c'est toujours le même axe des abscisses. La lumière va faire le trajet retour vers la source, mais je répète, si la source et le miroir sont en train de se translater en permanence vers la droite, ça veut dire que vu dans S, eh bien, la réception se fait à peu près là. Donc voilà le trajet de la lumière dans le référentiel S. Alors attention, ça ne doit pas vous surprendre, ça c'est pas de la relativité. Je vous rappelle que la notion de trajectoire dépend du référentiel. Ça c'est valable en mécanique classique aussi. Donc je fais le petit dessin puis je vous réponds. Oui? C'est parce qu'on va penser que ça se déplace et ça se déplace par rapport à S. Oui, c'est ça. Oui, là je suis en train de faire le dessin. Je dessine le même processus, mais dans le référentiel S. Hein. Donc je précise, bon effectivement, dans le référentiel S. Voilà, vu, même expérience, même processus vu dans le référentiel S. Voilà à quoi ça ressemble. Okay. Alors, je vous rappelle que dans le référentiel S aussi,
la vitesse de la lumière, c'est égal à c, le même c, la même valeur numérique. Donc, je vais pouvoir calculer également la durée qu'a pris ce processus, cet aller-retour, dans le référentiel S. Et je vais essayer de retrouver la formule de dilatation du temps que j'ai écrite ici. Alors, pour ça, pour faire un petit calcul, j'introduis un point H qui est le milieu entre l'endroit où j'ai l'émission et l'endroit où j'ai réception de la lumière. Et ça me permet d'appliquer le théorème de Pythagore. Alors, la longueur qui est ici, ben, elle ne peut pas avoir changé, hein, je vous rappelle. Alors, on peut se dire en relativité, attention, j'ai montré avec mon petite expérience de l'avion qu'il peut y avoir des longueurs qui se dilatent ou qui se contractent. Bon, ce que j'ai montré, c'est que dans la direction transversale au mouvement, il n'y a aucun changement de longueur. Donc, la longueur que je viens de repasser en jaune ici, c'est toujours égal à L. Là, il n'y a pas de problème, hein, puisque le mouvement, il a lieu, le mouvement du référentiel S' par rapport à S, il a lieu à l'horizontale. Alors, que vaut la longueur que j'ai écrite en bleu? Si on appelle tau la durée de l'aller-retour dans soit tau la durée de l'aller-retour dans le référentiel S. Bon, c'est la durée pour que la lumière fasse son aller-retour en partant de A, allant en B, et pour revenir à C. Donc, entre ce point A et le point H, quelle est la distance? Je vous rappelle donc que la source, comme le miroir, se déplace dans le référentiel S à la vitesse VE vers la droite. Alors plus simple encore, si vous ne voyez pas tout de suite, quelle est la distance entre A et C? C'est égal à quoi? C'est VE fois tau. Hein, voilà, le tau que je viens d'écrire ici. Dans le référentiel S, la durée entre les deux événements émission et réception, c'est tau. Ce n'est pas une durée propre parce qu'il s'agit de deux événements qui n'ont pas lieu au même point dans le référentiel S. Donc, je l'appelle tau et non pas tau P. Et donc, la distance AC, c'est simplement VE fois tau. Donc, la distance AH, puisque H est le milieu de AC, simplement cette distance-là divisée par 2. Donc, j'écris AH égale simplement vitesse d'entraînement multipliée par la durée tau divisée par 2. Bon, HB, c'est fait, c'est la distance L. Allez, je l'écris quand même. HB, c'est toujours le même L que précédemment. Et ensuite, pour AC, ben, là, je me rappelle que la vitesse de la lumière, c'est égal à C, quel que soit le référentiel. Donc, entre le point A et le point B, entre l'émission au niveau de la source et la réception sur le miroir, là encore, il s'est écoulé dans le référentiel S un temps, une durée tau sur 2. Donc, pendant cette durée tau sur 2, entre A et B, la lumière avance à la vitesse C, donc la distance AB, c'est AB que je vais écrire. La distance AB, c'est donc égal à la vitesse de la lumière multipliée par le temps qu'il a fallu dans le référentiel S pour passer de A à B, et ça, c'est tau sur 2. Voilà, alors j'ai toutes les longueurs qu'il me faut pour appliquer le théorème de Pythagore, j'y vais. Pythagore. J'ai créé donc AB carré égale AH carré plus L carré. Et je remplace. Donc ça fait C fois tau sur 2 au carré égale H carré qui vaut VE fois tau sur 2 au carré plus L carré. Et bien sûr, ce que je cherche, c'est l'expression de tau pour pouvoir le comparer au temps propre, à la durée propre tau indice P. Alors j'isole, donc je vois par exemple ça fait tau au carré, alors même tau sur 2 au carré facteur de C carré moins VE carré, qui est égal à L carré. Bon, j'écris donc pareil, j'isole tau sur 2, ça fait tau sur 2 au carré égale L carré
sur C carré moins VE carré. Bon, alors, je vais pouvoir comparer maintenant. Voilà l'expression que j'avais tout à l'heure dans le référentiel où le miroir et la source étaient fixes. J'avais tau P, voilà son expression. La durée propre, c'était ça. Alors, pour faire le parallèle avec ce que j'ai obtenu, j'ai tau sur 2 là-bas, au carré. Donc, je vais faire la même chose ici. La durée propre sur 2 au carré, bah, vous voyez que c'est L carré sur C carré. Maintenant, je peux comparer. Donc, voilà ce que je vais utiliser. D'une part, ça, et d'autre part, ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est le rapport tau sur tau P ou l'inverse. Bon, alors, je peux faire le rapport tau sur 2 au carré, que j'ai là-bas, à droite, sur tau P sur 2 au carré. Alors, bien sûr, si je fais ça, c'est parce que ça simplifie bien. Alors, on voit que ça, on remplace, hein, tout simplement. Ça fait donc L carré sur C2 moins VE carré. Et je dois diviser par ça, donc fois C carré sur L carré. Alors, ça simplifie beaucoup à gauche et à droite. J'y vais. Qu'est-ce qui reste? Il reste tau sur tau propre au carré égale, puis il y a les L carrés qui se simplifient. Je peux même simplifier en haut et en bas par C carré aussi. C'est-à-dire je vais diviser en haut et en bas par C carré L carré. En haut, il ne reste plus que 1. Et en bas, il reste 1 moins VE carré sur C carré. Je prends la racine. Donc, tau sur tau P est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta carré, avec toujours le même bêta, je ne vais pas le réécrire à chaque fois, bêta c'est le rapport V sur C. Voilà, et bien j'ai bien retrouvé tau égale gamma tau P. Dilatation du temps. Donc la durée mesurée la plus courte, c'est la durée propre. Dans tous les autres référentiels, quand on mesure la durée entre les deux mêmes événements, ben on obtient une mesure plus grande. Est-ce qu'il y a des questions là sur la fin du calcul? C'est bon? Voilà, vous voyez que bon, mathématiquement, ça ne va pas chercher très loin. Hein, des équations, c'est juste on met au carré, on applique le théorème de Pythagore. Il y a juste la figure au départ sur laquelle il faut réfléchir souvent, mais voilà. Après, mathématiquement, c'est de l'algèbre assez élémentaire. Voilà, pour les durées propres. Alors, je vais faire une petite remarque quand même sur la limite de vitesse, parce que ça, c'est un truc que tout le monde connaît, même quand on ne connaît pas la relativité. Hein, on vous a toujours dit, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Normalement, j'aurai le temps de faire un petit peu de dynamique aussi avec vous. Hein, quand on veut appliquer les équations à des problèmes concrets, en physique des particules ou autres, il faut faire de la dynamique. Il faut trouver l'équivalent de la seconde loi de Newton. Donc ça nous permettra d'une autre façon de vérifier qu'on ne peut pas pousser un objet, le faire accélérer jusqu'à le faire dépasser la vitesse de la lumière. Mais regardons déjà du point de vue simplement de la cinématique, pourquoi il y a un problème quand on essaye de déplacer un objet, une particule, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Alors imaginons, allez, je mets limite de vitesse. Bon, imaginons qu'on a un premier événement que je note E1, c'est je prends un pistolet et je tire une balle avec ce pistolet. Donc voilà, tire au pistolet. Et puis c'est un pistolet très efficace. Imaginons qu'il est tellement efficace qu'il envoie les balles à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Hop, ça part par là. Et donc un peu plus loin, il y a la réception de la balle mettons sur une vitre. Hein, bon. Il y a une vitre qui explose. Voilà. Imaginons donc que la vitesse de la balle soit
supérieure à la vitesse de la lumière. Okay. Donc, je vais dire que la distance dans le référentiel, là où je viens de dessiner le pistolet et la vitre au repos, cette distance, je vais la noter delta x. Et mettons qu'entre les deux événements, toujours dans ce même référentiel, hein, où le pistolet et la vitre sont au repos, la durée qui s'écoule entre les deux événements, c'est delta t. Bon, alors maintenant, je fais un changement de référentiel. Alors, j'ai le droit, tant que la vitesse d'entraînement d'un référentiel par rapport à l'autre est inférieure à la vitesse de la lumière. Hein. Alors, pourquoi je dis quand même ça, hein, rapidement? Je vous rappelle que dans les équations, hein, je le mets en remarque, dans les équations de la transformation de Lorentz, à un moment, je suis tombé sur une équation comme ça, gamma au carré égale c carré sur C2 moins V2. Alors le V qui était là, ce n'était pas la vitesse d'une balle, c'était la vitesse d'entraînement d'un référentiel S' par rapport au référentiel S. Alors vous voyez tout de suite le problème, si la vitesse d'entraînement d'un certain référentiel par rapport au référentiel là où le pistolet et la vitre sont fixes, si la vitesse d'entraînement était supérieure à la vitesse de la lumière, ben, j'aurais gamma au carré égale un nombre négatif. Donc ça n'aurait aucun sens physique ici d'avoir un gamma, par exemple, on pourrait dire pour un matheux, gamma c'est un imaginaire pur. Bon, là ça n'aurait aucun sens, hein. Il s'agit du temps, de transformation de Lorentz, le temps n'est pas imaginaire. Donc la première chose qu'on voit quand on fait la transformation de Lorentz, c'est que la vitesse d'entraînement du référentiel dans lequel je peux me placer, elle doit être inférieure à la vitesse de la lumière. Voilà, ce n'est pas quelque chose de trivial. Ça veut dire ça, j'aurais pu en parler dès la transformation de Lorentz, hein, ça veut dire que ça n'a aucun sens physique de se placer dans un référentiel qui avance à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière par rapport à un autre référentiel. Ce n'est pas un truc trivial, mais ça n'a aucun sens physique. Vous pouvez rappeler ce que c'est le gamma physiquement? Alors, gamma c'est un nombre, hein. C'est juste le rapport, c'est une notation simple. Pour 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Alors maintenant, où est-ce que ça intervient? Ben, vous regardez les premières équations de la transformation de Lorentz. Ce gamma, il me sert à exprimer simplement la coordonnée x' quand j'ai la coordonnée x, hein, et le temps t. Voilà. Donc il n'a pas c'est un nombre. Mais alors, dans ce cas, pourquoi dire que ça n'a aucun sens qu'il soit imaginaire pour des physiciens? Parce que si gamma était imaginaire, ça voudrait dire que si j'ai dans un certain référentiel une mesure de longueur x et une mesure de temps t, dans un autre référentiel, le x', il serait imaginaire. Une longueur imaginaire ou un temps imaginaire, vous êtes d'accord que ça n'a aucun sens. Voilà. C'est le gamma qui intervient là-dedans. Si gamma était imaginaire, on aurait des temps imaginaires, ce qui ne veut rien dire. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, je reviens ici. Ce que je veux montrer, moi, c'est autre chose, hein. Ce que je veux montrer précisément, c'est qu'il est impossible de tirer une balle dans ce référentiel à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Alors, d'où vient ce problème? Imaginons que ce soit possible. Donc, si c'était possible, dans ce cas, je me placerais dans un autre référentiel, hein, qui avance à une vitesse VE, comme d'habitude par rapport à ce référentiel-là, dans S' qui avance à la vitesse VE par rapport au référentiel S où tout est stable, hein. Je mets le référentiel S, c'est le référentiel où le pistolet et la vitre sont fixes. Donc dans S' qui avance à la vitesse VE, voilà ce que je vais écrire. Je vais écrire que, par exemple, vous avez le temps. Une des équations de Lorentz, c'est ça. Ct' est égal à gamma, facteur de Ct, moins bêta x. Voilà. Ça, c'est une des équations que j'ai démontrées. Alors, si je fais une différence entre deux instants, j'obtiens une différence de temps delta t. Donc, je peux écrire C delta t' de la même façon est égal à gamma C delta t moins bêta delta x. Alors, je peux prendre donc justement le cas de delta x, distance entre le pistolet et la vitre, et delta t, le temps correspondant au passage de la balle
du pistolet à la vitre. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais dire que pour la balle, hein, je vais écrire, pour la balle là, qui avance à une vitesse supposée supérieure à la vitesse de la lumière, eh bien, j'ai delta x qui est égal à grand V fois delta t. Hein. Alors, cette vitesse de la balle, je mets un B quand même pour balle. Voilà, donc je peux rentrer ça dans l'équation qui est au-dessus. J'obtiens delta t prime, je vais diviser par C à gauche et à droite, égale gamma fois delta t moins bêta. Alors, qu'est-ce que c'est que bêta? Je vais rajouter le E là. Je vous rappelle que bêta, c'est V sur C, donc vitesse d'entraînement sur C. Et puis, il faut que je divise encore par C, parce que j'ai simplifié par C à gauche aussi. Donc, VE sur C carré, multiplié par VB delta T. Voilà, je peux encore factoriser par delta T, ça fait gamma delta T fois 1 moins VE, vitesse d'entraînement, VB, vitesse de la balle, divisé par C carré. Voilà. Alors, je vais montrer maintenant, à partir de cette formule toute simple, qu'il va se passer quelque chose de grave si j'autorise la parenthèse là à être négative. Regardez. Imaginez que le terme entre parenthèses, 1 moins VEVB sur C carré est inférieur à 0. Alors déjà, est-ce que c'est possible? Bah oui, alors je montre tout de suite que c'est possible. Pour ça, il suffit que la vitesse d'entraînement soit supérieure à une certaine valeur. Alors je regarde combien elle vaut. Il suffit que VE soit supérieur à C carré sur VB. Alors, par rapport à la vitesse de la lumière, C carré sur VB, là, pour voir si vous avez suivi, qu'est-ce que c'est par rapport à la vitesse de la lumière? Est-ce que c'est plus grand ou plus petit? C carré sur VB. C'est plus petit. V, la vitesse de la balle, j'ai supposé qu'elle était supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, C carré sur VB, c'est plus petit que la vitesse de la lumière. Donc, ça va. La première condition qui était il faut que VE soit inférieur à C pour que les équations de Lorentz soient cohérentes, cette condition, elle est remplie. Ça, c'est bon. Donc, on a bien dans ce cas-là, C supérieur à VE, ok, et supérieur à C carré sur VB. Bon, donc, il est possible dans ce cas-là que le terme entre parenthèses, là, soit négatif. Qu'est-ce que ça pose comme problème grave du point de vue de la cohérence, de la logique, tout simplement? On a donc delta t' est donc inférieur à 0. Qu'est-ce que ça signifie physiquement? Delta t' inférieur à 0. C'est-à-dire là, physiquement, allez, sinon je dis la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le problème? Pardon? Voilà, on est en train de remonter le temps. Ça veut dire le delta' inférieur à 0, ça veut dire que la vitre, il est possible, ce que je viens de montrer là, c'est que si on admet que la vitesse de la balle est supérieure à la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'il existe un certain référentiel dans lequel j'ai le droit de me placer, parce que c'est un référentiel qui avance à une vitesse VE inférieure à C. Donc il existe un référentiel S' de vitesse VE, pour lequel tout va bien, mais dans lequel l'explosion de la vitre a lieu avant que la balle soit tirée. Donc ça inverse la cause et l'effet. C'est-à-dire que dans ce référentiel-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'explosion d'une vitre, vous avez une balle qui apparaît, qui sort de la vitre. Alors la vitre, l'explosion de la vitre se fait à l'envers, c'est-à-dire que vous avez des petits morceaux de vitre, tac, ils se collent ensemble, vous avez une balle qui sort et qui rentre dans le pistolet. Alors plus grave que ça, si ça ne vous convainc pas, hein, qu'il y a une absurdité là-dedans, plus grave que ça veut dire que de manière générale, vous pourriez par exemple poser une question à quelqu'un, dans un certain référentiel, là, le référentiel S dont on parle au départ, vous posez une question à quelqu'un, il vous donne la réponse. Bon, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là si on généralise ce que je viens de dire? Dans le référentiel S' dont je viens de parler, vous avez la réponse à votre question avant que vous l'ayez posée. Donc, ça veut dire qu'on sait d'avance ce que vous allez poser comme question, par exemple. Voilà, ça pose des gros problèmes de logique. Donc,
Voilà, on tombe sur une absurdité. Hein, donc ici, l'explosion aurait lieu avant le tir de la balle. Voilà, conclusion, hein, je ne vais pas l'écrire noir sur blanc, mais la conclusion c'est que il est donc impossible qu'un objet ait une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, et ça même en faisant abstraction des considérations ultérieures sur la quantité de mouvement, l'énergie, etc. Il y a un problème fondamental d'ordre logique tout simplement, hein, il n'y a plus de causalité. On inverse cause et effet. Voilà, au passage, moi je vous ai fait une démonstration des transformations de Lorentz qui est basée sur l'hypothèse historique de Einstein, c'est l'hypothèse que la célérité de la lumière est indépendante du référentiel. Alors sachez quand même, pour la culture générale, qu'on peut s'en passer de cette hypothèse. Ce n'est pas absolument obligatoire, on peut retrouver les équations de Lorentz, la transformation de Lorentz, sans même faire appel à cette hypothèse. Alors pour ça, c'est un petit peu plus long, c'est pour ça que je n'ai pas fait la démonstration. Il suffit de remplacer cette hypothèse-là par une autre qui est assez naturelle, qui ne dépend pas des expériences. C'est le fait que quand vous faites une transformation de Lorentz de S vers S' et une transformation de Lorentz de S' vers un autre référentiel S seconde, eh bien il suffit de supposer qu'il existe aussi une transformation de Lorentz qui vous fait passer de S directement à S seconde. Voilà, c'est un truc qui semble assez trivial, assez naturel. Hein. Eh bien, le simple fait de faire cette hypothèse-là, ça permet de retrouver les équations de Lorentz. Et sur quoi on tombe quand on fait ça? Vous trouverez la démonstration, si ça vous intéresse, vous regardez dans un bon livre de relativité, il y a sûrement plusieurs démonstrations de la transformation de Lorentz hein, dans tout le bon livre de relativité. Et vous regardez dans cette démonstration-là, eh bien vous allez voir qu'en fait, on tombe naturellement sur une vitesse invariante par changement de référentiel. Ce qu'on prouve en faisant cette démonstration-là, c'est qu'il existe une vitesse qui est universelle. Et après coup, on dit, bah, tiens, expérimentalement, jusque-là, cette vitesse universelle, bah, il semble que c'est la vitesse de la lumière. Mais on n'a pas besoin, donc sachez qu'on n'a pas besoin de le postuler dès le départ. Voilà. Ça vient de toute façon. Alors, avec ça, on peut faire... voilà, je vais quand même d'abord parler de la contraction des longueurs, puis après on va résoudre un ou deux exercices pour mettre en application avant de faire de la dynamique. Donc là, c'était dilatation du temps, donc c'est logiquement grand F, contraction des longueurs. Bon, dont j'ai déjà parlé en fait qualitativement, et puis ça résulte simplement des transformations de Lorentz. Alors, imaginez donc que je prends une règle, hein, parce que ça me permet d'avoir juste un objet à une dimension, on ne se complique pas la vie. Une règle qui est fixe dans un certain référentiel. Alors, comme tout à l'heure, je vais dire que c'est dans le référentiel S' que cette règle est fixe. Donc, règle fixe dans S'. Alors, bon d'ailleurs, le référentiel ne commence pas forcément là, c'est peu importe, allez, je le mets exprès ici, je décale un petit peu. Alors, si la règle ne bouge pas dans le référentiel S', il n'y a aucun problème pour définir sa longueur. Pourquoi? Bah, il suffit de faire la différence, bien sûr, entre les deux abscisses hein, correspondant aux extrémités. Je vais noter ces deux abscisses x'2 et x'1. Ça ne bouge pas, je peux me déplacer de l'un à l'autre, je peux comparer les abscisses et je peux faire la différence. Donc, il est évident que dans ce cas-là, on va poser que dans le référentiel S', la longueur de la règle, que je vais noter L', provisoirement, c'est x'2 moins x'1. Voilà. Ça, cette mesure de longueur qui se fait dans un référentiel où l'objet que je cherche à mesurer, c'est un objet fixe, ça s'appelle une mesure de longueur propre. Donc, la règle ne bouge pas comme la règle ne bouge pas, la longueur que je vais mesurer, L', est une longueur propre. Donc, si vous voulez, physiquement, puisqu'on va montrer que la mesure de longueur dépend du référentiel, on ne peut pas dire qu'il y a une longueur en soi, mais à la limite, on peut dire qu'il y a une longueur propre pour tous les objets. Tous les objets peuvent être caractérisés par une longueur propre. C'est la longueur de l'objet dans un référentiel où cet objet est fixe. Voilà. C'est la seule longueur à laquelle on pourrait attribuer un sens physique. Alors,
Maintenant, je veux déterminer la longueur de cette règle dans un autre référentiel. Comme d'habitude, je vais prendre un référentiel qui est noté référentiel S, tel que S' se déplace à la vitesse VE vers la droite. Donc, ils sont tous les deux, encore une fois, en configuration standard, l'un par rapport à l'autre. Dans le référentiel S. Alors, il y a un truc tout bête déjà, c'est que quand on fait une mesure de longueur, ça ne vous surprend pas même en mécanique classique, il faut faire attention à ce qu'on fait comme différence d'abscisse, hein, si je veux encore définir la longueur à partir d'une différence d'abscisse. Il est évident que pour mesurer la longueur de la règle qui est en train de se déplacer dans la classe, je ne vais pas commencer par mettre… Ah, tiens, la plus grande règle, ouais, là-haut. Regardez, je ne vais pas faire… C'est l'expérience suivante. Là, voilà, il y a un 0 ici, 5, 10, etc. Tiens, ce n'est pas des centimètres, inch. Allez, voilà, centimètres. Alors voilà, j'ai ma règle ici dont je cherche à mesurer la longueur. Alors, si cette règle est en train de se déplacer dans mon référentiel, hein, dans le référentiel de la classe, imaginez un axe gradué dans le référentiel de la classe. Je ne vais pas commencer par mesurer l'abscisse correspondant au bord gauche de la règle à un instant donné, laisser la règle évoluer un petit peu, puis après mesurer l'abscisse du bord droit un instant plus tard. Ça me donnerait une longueur qui est beaucoup plus grande que la longueur de la règle. Donc il est évident que quand je dis que je mesure la longueur de la règle dans mon référentiel, je suppose que c'est au même instant de mon référentiel, et en relativité c'est important de le préciser, c'est au même instant t de mon référentiel de la classe que je dois mesurer simultanément l'abscisse du bord droit et l'abscisse du bord gauche. Alors ça, c'est une évidence en mécanique classique. En relativité, ce n'est pas une évidence, puisque le temps dépend, et l'écoulement du temps dépend du référentiel. Donc, je le précise, si je veux introduire la longueur de la règle dans S, je vais dire que cette longueur, c'est la différence des abscisses bord droit moins bord gauche, mais au même instant du référentiel S. Donc, calculer au même instant du référentiel S. Ça correspond, si on veut, à une empreinte. Imaginez que instantanément, dans le référentiel S, on fasse une empreinte, on garde une empreinte dans l'espace de cette règle, et bien après coup, on vient mesurer la taille de cette empreinte dans notre référentiel, hein, le référentiel de la classe. Voilà. Alors, même instant, mettons, je l'appelle même instant T, voilà, du référentiel S, pour mettre les points sur les i. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Avec les transformations de Lorentz, je sais faire ça. Par exemple, je sais que, transformation de Lorentz, je peux dire que x'2, je sais l'exprimer en fonction de x2. Alors, la formule, là, voilà, c'est gamma x2 moins bêta, VE sur C, fois CT. Voilà, c'est l'instant T dont je viens de parler. Bon, au même instant, je vais relier x'1 et x1. Gamma x1 moins bêta e, c'est t, le même t. Le même t dans le référentiel S. Maintenant, je fais la différence des deux. Par différence, j'obtiens L' qui est égal à x'2 moins x'1. Qu'est-ce que je vois? Les termes en t se simplifient. Donc, j'obtiens une expression simple, gamma fois x2 moins x1. Et c'est ce x2 moins x1 mesuré au même instant t dans le référentiel S que j'ai appelé la longueur L dans le référentiel S, égale gamma L. Donc, je viens de montrer que L', c'est la longueur propre. Donc, L', qui est la longueur propre, c'est égal à gamma fois la longueur impropre. Bon, je peux le dire autrement, soit L, inversement, la longueur impropre, c'est LP sur gamma, longueur propre divisée par gamma. Je vous rappelle que gamma est toujours inférieur à 1. Pardon, gamma est toujours supérieur à 1. Donc 1 sur gamma est toujours inférieur à 1. Autrement dit, ça, c'est toujours inférieur à la longueur propre. Autrement dit, si je mesure la longueur d'un objet dans un référentiel où cet objet ne bouge pas, j'obtiens une certaine longueur qui est la longueur propre, par définition.
Si maintenant je mesure cet objet dans un référentiel où il bouge, eh ben, je vais obtenir une mesure qui est plus petite. Toujours. Plus petite, en tout cas, dans la direction x, qui est la direction du mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Attention, c'est un peu un raccourci. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mesurer dans un référentiel où l'objet est en mouvement, eh bien la mesure de longueur de cet objet dans la direction du mouvement donne toujours un résultat inférieur au résultat qu'on obtient dans le référentiel propre de l'objet. Voilà. Donc dit rapidement, c'est la contraction des longueurs. Donc on a les deux, dilatation du temps, quand on passe du référentiel propre aux autres référentiels, et puis contraction des longueurs, hein, dans le même sens. Voilà. Donc je vais peut-être faire une petite phrase, allez, je vous fais copier une petite phrase qui correspond à ça, parce que sinon, si on dit juste contraction des longueurs, ça risque vous risquez de faire des contresens après. Donc vous allez écrire, la mesure de longueur d'un corps prend sa valeur maximum quand ce corps est au repos par rapport à l'observateur. La mesure de longueur d'un corps prend sa valeur maximum, c'est la valeur LP, hein, longueur propre, quand ce corps est au repos par rapport à l'observateur. Voilà. Et donc ce que dit cette formule, c'est un peu plus précis que ça, hein, ça montre que dans tous les autres référentiels, la longueur mesurée, le résultat de la mesure de longueur, ça donne une valeur qui est inférieure à la mesure de la longueur propre. Voilà. Toujours avec le même coefficient gamma, hein, que vous pouvez apprendre par cœur, hein, parce que c'est vraiment le truc qui revient tout le temps en relativité. Gamma, bêta, il faut connaître. Voilà. Une autre façon de le voir, là, je suis passé par les transformations de Lorentz. Alors, de même que tout à l'heure, j'essaie de vous montrer ça avec une expérience de pensée toute simple. Donc, j'ai appelé ça, expérience, lien avec la dilatation du temps, donc petit b. On vient de montrer dans le paragraphe précédent la dilatation du temps. Ben, je vous montre maintenant que les deux sont reliés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une dilatation du temps sans avoir une contraction de longueur et inversement. Donc, lien avec la dilatation du temps. Bon, donc imaginez, on est sur le quai d'une gare, voilà. C'est le référentiel fixe S. Et puis vous avez un train qui est en train de quitter le quai. Je le fais de manière très schématique. Voilà, train. Et puis vous avez une personne qui est dans le train, mettons là, complètement à l'extrémité. Et puis le train donc avance à la vitesse VE, comme d'habitude, par rapport à S. Donc mettons que le référentiel du train, au train j'associe un référentiel S', translation rectiligne uniforme, j'ai le droit d'appliquer les transformations de Lorentz. Alors là je ne vais pas le faire explicitement justement puisque je vais vous montrer qu'on peut aussi, sans appliquer les transformations de Lorentz, retrouver la contraction des longueurs à partir de la dilatation du temps. Alors, on va s'imaginer soit à la place de quelqu'un qui est fixe sur le quai, soit à la place marquée par une croix dans le train, une personne qui est fixe dans le train. Et chacune de ces personnes essaye de donner, d'imaginer une expérience qui permette de mesurer la longueur du quai. Alors, cette mesure de longueur, donc on l'a fait dans deux référentiels différents. Mesure de la longueur du quai. Alors, bon, commençons par, mettons S. Référentiel du quai. Référentiel où le quai est fixe. Qu'est-ce qui se passe dans ce référentiel-là? Ben, vous avez une personne qui avance à la vitesse VE. Elle va avancer pendant une certaine durée qu'on va appeler taux. VE fois taux. Cette personne-là qui est fixe sur le quai, si elle mesure avec une horloge au point de départ et une autre horloge au point d'arrivée, si elle mesure la durée qui sépare l'événement, coïncidence, croix, point blanc, ici, ça c'est l'événement E1,
Puis, deuxième événement, je vais appeler E2, c'est la coïncidence entre la personne, là, que je représente par une croix, et le point, allez, je le fais en une autre couleur rapidement, point bleu. Ben, la durée qui sépare ces deux événements, est-ce que c'est une durée propre ou impropre? Voilà, c'est une durée comment? Attention, là, on se place dans le référentiel S et on mesure la durée qui sépare un événement qui se produit ici, un événement qui se produit là. Est-ce que ces deux événements se produisent au même point dans le référentiel S? Non. Donc, la durée qui sépare ces deux événements, c'est une durée impropre. Bon, alors voilà, c'est cette durée-là. Cette durée-là, tenez, j'écris durée impropre. Puisque pour faire cette mesure-là, je suis obligé d'utiliser deux horloges différentes du référentiel S. Bon, donc, la personne qui est sur le quai, qu'est-ce qu'elle va conclure en faisant sa mesure de durée avec ses horloges du quai, synchronisées entre elles, sur le quai? Elle va dire que la longueur du quai, c'est quoi? C'est tout simplement la vitesse du train par rapport au quai multipliée par la durée qu'il a fallu pour que la personne passe d'un bout à l'autre du quai. C'est extrêmement simple. Donc voilà, la longueur du quai, voilà comment elle est obtenue. Vous me dites si vous ne comprenez pas, hein. C'est un truc que vous écrivez en troisième, ça. Mais dites-le moi, enfin, l'équation, vous l'écrivez en troisième, et je suis d'accord que le raisonnement derrière, ce n'est pas troisième. Hein. Donc vous avez le droit de ne pas comprendre tout de suite. Alors maintenant, est-ce que cette longueur-là, est-ce que cette longueur du quai, mesurée dans le référentiel S', est-ce que c'est une longueur propre ou une longueur impropre? Essayez de vous demander tous, même si vous n'osez pas me répondre. Alors, je répète, c'est la longueur le grand L que je viens d'écrire, c'est la longueur du quai mesurée dans le référentiel S. Et S, c'est le référentiel associé au quai. C'est le référentiel où le quai est immobile. Donc, c'est la longueur propre. C'est la définition même d'une longueur propre. D'accord? Donc, ça, cette longueur-là, c'est la longueur propre du quai. On peut dire la longueur propre du quai. Celle-là est bien définie. Alors maintenant, pensons à la même chose, mais dans le référentiel S', c'est-à-dire dans le référentiel du train. Référentiel où la personne qui est là est immobile. Qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va mesurer précisément dans le référentiel S'? Ben, vous avez toujours un train qui avance à la vitesse VE par rapport au quai. Et cette personne qui est là dans le train, elle va aussi dire, ok, le train se déplace à la vitesse VE par rapport au quai. Je vais mesurer avec ma montre à moi fixe dans mon référentiel du train, je vais mesurer une certaine durée. Et si je multiplie cette durée par la vitesse de déplacement VE, eh ben, je vais obtenir la longueur du quai. Alors on recommence, comme ça on se grave dans la tête la différence entre propre et impropre. Est-ce que la durée mesurée par la personne qui est fixe dans ce train, est-ce que c'est une durée propre ou une durée impropre? C'est une durée propre, puisque premier événement, la personne est sur place au niveau de l'événement, elle est avec sa montre à cet endroit-là. Deuxième événement, il a lieu ici. Ben, le deuxième événement, la personne y est aussi avec la même montre. D'accord? Donc on a mesuré une durée, toujours avec la même montre, fixe dans le référentiel S'. Donc la durée qui intervient ici, c'est une durée propre. Voilà, donc comme je disais, cette personne va aussi conclure que le produit vitesse fois temps, c'est la longueur du quai. Est-ce que cette longueur mesurée dans le référentiel S', est-ce que c'est une longueur propre ou impropre? Voilà, clairement c'est une longueur impropre puisque par rapport au train, le quai se déplace. Les deux événements n'ont pas lieu, l'objet que je mesure, à savoir le quai, se déplace dans le référentiel S'. Donc il ne s'agit pas d'une mesure de longueur propre. Voilà, ça c'est une longueur impropre. Alors maintenant je fais le rapport des deux. Donc imaginez, je n'ai pas la transformation de Lorentz, je sais juste comment on passe du temps propre au temps impropre. Et je veux en déduire le rapport entre longueur propre et longueur impropre. Donc j'ai ces deux équations-là, et je fais le rapport l'une sur l'autre. Donc,
Par exemple, je vais dire, donc, longueur propre sur longueur impropre, puis je remplace, ça fait VE fois taux sur VE fois taux P. Or, j'ai déjà démontré, juste avant, que la durée impropre, c'est gamma fois la durée propre. Donc, on retrouve bien longueur propre égale gamma fois longueur impropre. C'est dans le référentiel propre, référentiel du quai en l'occurrence, que la mesure de longueur donne le plus grand résultat, gamma étant toujours supérieur à 1. Voilà. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire que la longueur propre elle est supérieure à la longueur. Ben, ça veut dire que quand vous faites une mesure de longueur dans un certain référentiel ou dans un autre référentiel, vous obtenez en général pas le même résultat. Autrement dit, il n'existe pas de longueur en soi. C'est un truc assez surprenant, c'est vrai. En mécanique classique, on pense qu'un objet a une certaine longueur. Eh bien, en fait, ce qu'on montre avec ça, puisque gamma peut prendre des valeurs très importantes, hein, on sait faire des expériences où gamma vaut plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette règle de 1 mètre de long est en train de se déplacer dans notre référentiel avec un gamma qui vaut plusieurs milliers, alors on sait faire ça dans les accélérateurs de particules, sa longueur, si elle se déplace dans ce sens-là, sa longueur est divisée par un millier, plusieurs dizaines de milliers. Elle peut être inférieure à 1 millimètre. Encore une fois, ne vous dites pas que ça, c'est des élucubrations de physiciens, c'est des choses qui se vérifient expérimentalement. J'ai préparé un exercice avec un train et un tunnel où il y a des portes qui se ferment, qui s'ouvrent, etc. On va bien vérifier ça. Simplement par un raisonnement. Mais sachez que c'est expérimentalement vérifié, tous ces trucs-là, aussi bizarres soient-ils. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire pour faire de la dynamique, notamment, j'ai besoin d'introduire une autre façon de traiter les équations de la relativité. Il faut que j'introduise les quadrilles vecteurs. Alors, peut-être avant de faire ça, je vais juste regarder un petit peu votre compréhension des équations de base, transformation de Lorentz, sur deux exercices que je vous ai donnés dans le polycopier. On va peut-être faire juste le début, puis comme ça, je vous donne une chance de revenir sur ces exercices et de vérifier que vous êtes capable de les faire tout seul. Et après, on le corrige en entier. Alors, mettons le premier exercice, la barre contractée. Voilà, ça c'est un trou de longueur 1 mètre. Quand je dis de longueur 1 mètre, ça veut dire de longueur propre 1 mètre. Dans le référentiel où ce trou est au repos, la mesure de sa longueur fournit le résultat 1 mètre. Voilà ce que ça veut dire. Bon, et puis j'ai une barre qui avance très vite. J'ai mis V égale la moitié de la vitesse de la lumière. Avec des particules, on sait faire beaucoup mieux que ça. Prenez n'importe quelle télévision d'anciens modèles, tube cathodique, les électrons qui étaient bombardés sur l'écran, ils avançaient à une vitesse beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus proche de la vitesse de la lumière. Donc avec des particules légères, c'est facile à faire. Bon, donc cette barre, elle avance vers la droite et je dessine ce qui se passe dans le référentiel où le trou est au repos, c'est le référentiel S. Je dessine la barre qui est en train de passer devant. Voilà. Et cette barre, elle a une longueur propre. Je vais mettre LP qui vaut 1,10 m. Voilà. Je vais mettre un P devant les longueurs propres. Bon, c'est indiqué en fait par l'énoncé, mais voilà. L'événement origine des temps, c'est la coïncidence entre le bord gauche de la barre et puis le bord gauche du trou. Voilà, j'ai le droit de prendre n'importe quoi comme origine a priori. Oui. Alors, ce que je fais en fait, c'est un dessin dans le référentiel où le trou est fixe. Et c'est ce qu'on va vérifier. On va vérifier que dans le référentiel là, où ces barres oranges là sont fixes, où le trou est fixe, la barre est plus petite que le trou. Donc il ne faut pas s'attacher aux valeurs numériques qui sont écrites au-dessus parce qu'il s'agit de longueurs propres. Mais les longueurs propres, c'est défini à chaque fois dans un certain référentiel. Donc il ne faut pas comparer des mesures de longueur de deux référentiels différents. Ça n'aurait pas de sens. C'est dans un même référentiel, on compare deux longueurs.
Voilà, donc vous avez un référentiel, alors je l'ai appelé R en fait, le référentiel lié à l'ouverture, donc c'est R au trou. Hein. Voilà, le référentiel R, c'est le référentiel où le trou est fixe. Et puis ici, le référentiel R', c'est le référentiel où la barre est fixe. Bon. Et donc cette barre, elle avance à une grande vitesse, C sur 2, par rapport au trou. Voilà. Je donne des noms aux extrémités, point A, point B, pour les extrémités de la barre, et puis pour le trou, c'est O comme origine, et puis un point P. Voilà. Voilà la situation. Bon alors, question 1, on aurait pu le faire à partir des transformations de Lorentz, mais ça résulte directement de ce qu'on vient de décrire. Quelle est donc la longueur, et ça répond en même temps à la question qu'on vient de me poser, que vaut la longueur de la barre dans le référentiel R où on est en train de dessiner cette situation initiale. Donc ça, c'est le schéma fait dans R. Oui. Ce schéma, il est fait dans R. Et ce que je dis ici, c'est que le référentiel R', c'est le référentiel associé à la barre, c'est pour ça que je l'ai écrit en violet. Et le référentiel R, c'est le référentiel associé au trou. C'est pour ça que je l'ai écrit aussi en jaune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de la longueur de la barre mesurée dans le référentiel R? Alors déjà, est-ce que c'est une longueur propre ou impropre? Alors, oui, qui répond? Oui, pourquoi? Longueur impropre? Voilà, la barre est en mouvement dans le référentiel R. Donc la mesure de longueur qu'on va obtenir, le résultat de mesure qu'on va obtenir dans R, c'est forcément, ça correspond forcément à une longueur impropre. Bon, donc la relation, ben, elle est encore au tableau. Hein. Cette longueur impropre, elle, mesurée dans R, est une longueur impropre. Voilà. Donc, ben, j'applique. L, c'est LP sur gamma. LP, c'est la longueur de la barre, la longueur propre de la barre. Et on me dit c'est 1,1 mètre. Donc, ben, il n'y a plus qu'à calculer gamma. Alors, c'est pas compliqué. Gamma, alors c'est 1 sur gamma précisément. Alors, je l'écris comme ça. 1,1 fois 1 sur gamma. Alors, regardez l'expression de gamma, vous inversez. Qu'est-ce que ça donne? Prenez votre calculatrice, regardez combien ça fait. Donc, 1,1 fois, on rappelle, 1 moins V carré sur C carré. Voilà. Alors, je peux même écrire bêta parce que, bêta carré, parce qu'on a déjà exactement le rapport. Bêta, il vaut combien, en fait, dans cet exercice? 0,5. Bêta vaut 0,5. C'est 0,5, donc au carré. Voilà. Il suffit de prendre la racine, donc de 1 moins 0,5 au carré, ça fait donc 3, racine de 3 quarts. Hein, donc racine de 3 sur 2. Voilà, hein, donc il n'y a pas de difficulté. Alors, on trouve, et vous me dites, hein, si vous faites le calcul, vous ne trouvez pas ça. Comme ça, je vérifierai, mais a priori, on trouve ça. Merci. Donc, on a donc bien dans le référentiel R, on a une longueur, on a une mesure de longueur de cette barre qui avance très vite, une mesure de longueur qui donne un résultat inférieur à la taille du trou. Hein. Donc on pourrait imaginer qu'en rajoutant une petite composante de vitesse vers le bas, on pourrait la faire rentrer dans le trou alors que sa longueur propre est 1,1 m, 10 cm de trop a priori. Bon, bah, si on fait avancer cette barre suffisamment vite, on peut la faire rentrer dans le trou. Voilà ce que dit la contraction des longueurs. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un truc artificiel, ce n'est pas un artefact de calcul, ça a bien un sens physique. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut effectivement la faire rentrer dans le trou. Et on va préciser les choses dans l'exercice avec le train et le tunnel. On peut se débrouiller pour que cette barre soit enfermée dans une boîte de longueur plus petite que 1,1 m. Il suffit de la faire avancer assez vite. On précisera ça dans un autre exercice. Oui?
Si on fait rentrer la barre dans un champ qui a une longueur inférieure, et que, enfin, il y a bien un moment où il va falloir qu'elle décélère, du coup, la longueur va augmenter, du coup. Alors c'est une très très bonne question et j'ai préparé un exercice, on va jusqu'au bout de cette question-là, mais je la répète quand même. Si on fait, alors là je ne parle pas encore d'une boîte, hein, mais si on fait rentrer la barre dans une boîte, hein, mettons c'est une barre de 1,1 m, on la fait rentrer dans une boîte de 1 m de long, je dis oui c'est possible, on peut fermer la boîte, avoir la barre dedans, oui c'est possible. Et donc, donc très bien, on continue et dit oui, bah alors ça veut dire que la barre il va bien falloir qu'on l'arrête dans la boîte. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Excellente question. Hein. Et ça correspond, si vous avez le temps et la curiosité de regarder un petit peu, c'est exactement la question 7 de l'exercice train et tunnel. Donc on viendra exactement sur cette question-là et c'est très bien de se poser la question. Hein. C'est les élèves qui se posent ce genre de questions, en général, qui comprennent à la fin le mieux. Il faut avoir compris que c'était bizarre au départ, hein, pour bien comprendre tout ça. Alors, on utilise un petit peu les transformations de Lorentz pour voir que c'est cohérent avec tout ça. C'est la question 2. Donc, déterminer les coordonnées du point B au même instant. Donc, attention, je précise bien, c'est à t égale à 0. Et t, c'est quoi? C'est un instant dans le référentiel du trou, référentiel R. Ça, c'est un instant donné dans R. Voilà. Donc tout ce qu'on va dire là dans cette question-là, c'est pour un instant donné dans le référentiel R, le référentiel du trou. Je cherche les coordonnées du point B dans ce référentiel. Donc ces coordonnées, je les appelle X et CT. Donc coordonnées de B. X, CT. Bon, alors, parmi ces coordonnées, laquelle est évidente, laquelle je dispose de quoi? Est-ce que je dispose a priori de X sans faire appel à la question 1? Parce que moi, j'aimerais bien retrouver, à partir des équations de Lorentz, à partir de la transformation de Lorentz, retrouver tout ça. Mais bon, si je dis qu'on est à t égale à 0, bon, les coordonnées de B à cet instant-là, on peut considérer ça comme un événement à l'instant t égale à 0. En ce point-là, au bout de la barre, je cherche les coordonnées X et CT. Bon, ben, je viens de dire, je cherche ces coordonnées à l'instant t égale à 0. Donc il y en a une, ça y est, qui est tout de suite faite. Ça, je sais que ça vaut 0. Donc la vraie question, c'est que vaut X à cet instant-là? Alors je vous laisse regarder de nouveau la transformation de Lorentz qui remplace la transformation de Galilée. Souvent, il y a le choix quand on veut calculer des coordonnées. Il y a au moins le choix entre deux équations. Vous avez toujours le choix entre l'utilisation de deux équations différentes. Et il y en a une qui est toujours plus simple que l'autre. Alors regardez ici quelle est le plus simple. Je veux avoir les coordonnées, la coordonnée X du point B. Est-ce que, peut-être pour que tout le monde y arrive tout seul, est-ce que quelqu'un peut me dire, sans aucun calcul, quelle autre coordonnée, peut-être dans le référentiel R', qu'est-ce qu'on sait du point B? Dans le référentiel R', les coordonnées de B, correspondant au même instant, c'est X', c'est T'. Qu'est-ce qu'on connaît dedans? On connaît X'. X' vaut combien? 1,1. X', je vous rappelle que c'est la coordonnée du point B dans le référentiel propre de la barre. Or, le point B, il est toujours, par définition même, il est toujours au bout de cette barre qui a une longueur, dans le référentiel R', qui a une longueur 1,1 m, référentiel propre de la barre. Donc, le X' du point B, c'est toujours, je n'ai pas de question à me poser, pas de calcul à faire, X' du point B, c'est toujours 1,1 m. Alors, je le mets en remarque, on a toujours, à n'importe quel instant, X' B égale, c'est-à-dire le L, quoi, L propre, égale 1,1 m. Bon. Alors, allez-y, regardez dans les équations, dans la transformation de Lorentz, quelle est l'équation qui sera la plus simple à utiliser. Et si au final je corrige différemment de ce que vous avez fait, essayez de trouver une autre façon de le faire.
chez vous plus tard, pour vérifier que vous savez utiliser ces équations dans tous les sens. Oui. Alors, une suggestion, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Vous voyez, ce qu'on connaît, c'est x' pour le point B. On connaît x' et on a l'instant t. Donc, quelle est l'équation de Lorentz dans laquelle on utilise ça? C'est toujours ce qu'il faut se demander. Hein. Pour aller au plus simple, vous demandez ce que vous connaissiez d'avance. Ben voilà, là, ce qu'on connaît, c'est t, et on connaît x'. Quelle est l'équation de Lorentz dans laquelle je n'ai besoin que de ça, et j'ai le résultat pour x? Alors, n'écrivez pas, mais c'est bien qu'on me dise ça, pourquoi pas? Oui. Alors, si remarquez, c'est pas mal, c'est pas compliqué. C'est donc, vous dites x' égale, allez-y. Alors, il n'y a pas CT là? X. Alors, là, vous pouvez demander des fois, alors, ça vous semble bizarre ça? Vérifiez, c'est toujours x' égale gamma, vous avez toujours la même grandeur ici et là, hein. X' égale gamma fois x. Et là, est-ce que c'est un plus ou un moins? Alors ici, c'est un moins. Alors comment ne pas le... Bon, après, c'est moins bêta fois CT. Donc effectivement, c'est très facile d'utiliser celle-là. Pourquoi plus ou moins? Ben, je vous rappelle que dans le cas de la mécanique classique, les résultats, ils sont tout simples. En mécanique classique, gamma, il vaut combien? Mécanique classique, c'est-à-dire à basse vitesse. Gamma vaut 1. Autrement dit, on doit retrouver la transformation de Galilée. Bon, je pense que si vous vous rappelez que le référentiel S' est en train d'avancer vers la droite par rapport au référentiel S, je pense que vous sauriez retrouver très rapidement la transformation de Galilée, x' égale x moins bêta c, je vous rappelle que c'est v, la vitesse d'entraînement, fois t, x moins vt, x' égale x moins vt. C'est assez évident ça. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir par cœur, attention, est-ce que c'est quand je passe du prime au pas prime, est-ce que j'ai un signe moins, un signe plus? N'apprenez pas les trucs par cœur comme ça. Vous pensez à la transformation de Galilée, vous savez très bien, dans le cas d'une transformation de Galilée, ce que vous avez fait en mécanique, vous avez fait plus compliqué, hein. C'est juste un référentiel qui est en translation, référentiel S' en translation par rapport à S, il avance vers la droite à la vitesse VE, j'ai évidemment x', c'est x moins VE fois t. Bon, ben voilà, ici, c'est le même signe, forcément, puisque dans le cas des basses vitesses, on doit retrouver le même genre d'équation. Bon, alors voilà pourquoi ça, c'est extrêmement simple à utiliser, parce que t, on vient de dire que ça vaut 0, et le x', on vient de dire que x'b, c'est la longueur propre LP qui vaut 1,1 m. Allez, tenez, je l'écris, égale 1,1 m. Et puis le gamma, alors je ne sais plus si on l'a calculé déjà. Lui, vous l'avez calculé, mais on n'a pas le résultat numérique, on va le faire. Voilà, gamma vaut combien? Ben, allez-y, calculez, on donne une valeur approximative. Et puis, après, on a x, simplement par division. D'ailleurs, je l'écris ici. Donc, x égale x', c'est-à-dire LP sur gamma. Bon, à la limite, puisque personne ne l'a directement, vous voyez que quand on a cette formule, on n'a même pas besoin de retrouver le gamma. Pourquoi? Parce que ça, on a déjà fait exactement le même calcul. On est juste en train de retrouver d'une autre façon ce que j'ai fait comme démonstration pour la contraction des longueurs. Donc ici, ça correspond exactement au calcul qu'on a fait là-bas. Hein. Quand j'écris gamma, c'est gamma E, c'est parce que c'est la vitesse d'entraînement. Hein, donc on écrit dans les bouquins de relativité, en général, on n'écrit pas toujours gamma E. On l'écrit que quand il y a moyen de se tromper, parce que des fois, il y a plusieurs vitesses d'entraînement par exemple, ou la vitesse d'une particule par rapport à un certain référentiel, puis en plus, on change de référentiel. Donc, il peut y avoir plusieurs gamma. Dans ce cas-là, c'est absolument indispensable d'écrire gamma E, par exemple. Bon, n'empêche que, voilà, on a déjà le résultat, ça fait 95 cm. Voilà, le x du point B, à cet instant-là, c'est 0,9526 mètres. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voyez une autre façon? En fait, ça, c'est la plus simple. Je pense oui, c'est la plus simple. Est-ce que vous voyez une autre façon d'aboutir au résultat? Même si vous n'avez pas eu le temps de vérifier que c'était le même résultat. A priori, qu'est-ce qu'on aurait pu encore utiliser? Bon, alors, vous n'avez pas eu le temps d'y réfléchir. Donc, je vous laisserai le temps d'y réfléchir. C'est simple, vous avez 4 équations a priori que vous pouvez utiliser. Pourquoi? Je vous l'ai dit rapidement.
vous avez une équation qui donne x' en fonction des coordonnées dans R. Vous avez aussi une équation qui donne ct' en fonction des coordonnées dans R. Celle-là, on ne voit pas tout de suite comment l'utiliser. Mais aussi, on peut utiliser des transformations inverses. C'est-à-dire qu'on aurait pu exprimer x en fonction de x' et ct'. Et puis, on aurait pu aussi calculer ct' en fonction de x et de ct. Voilà. Parmi ces transformations-là, il y en a une autre, et je vous laisserai y réfléchir tranquillement. Donc, parmi les trois que je viens de citer, il y en a une autre qu'on peut utiliser pour retrouver le même résultat. Alors, ça ne vous apparaîtra pas directement dans les formules. Il faudra un petit peu jongler avec les formules, mais 2-3 lignes, hein, pas rien de méchant, et vous obtiendrez de nouveau le même résultat. Bon, voilà, ça c'est les coordonnées x et ct. Alors, allez, peut-être pour la route, on fait x', ct' maintenant. Puis après, je vous laisserai rechercher un petit peu vous-même, comme vous avez vu comment on fait maintenant. Donc, quelles sont les coordonnées x' et ct' à l'instant t égale à 0 de R? T égale à 0. Voilà, donc x', on sait que c'est la longueur propre. Ça vaut 1,1 mètre. Voilà. Ce n'est pas des trucs extrêmement compliqués, mais il faut vraiment être attentif en relativité. Sinon, ben, on se mélange les pinceaux. Bref, il ne reste plus que ct' à calculer. Alors, je répète, on calcule la coordonnée ct' correspondant à un instant t égale à 0 de R. Donc, on va calculer le temps t' correspondant. En mécanique classique, on dirait ben, évidemment t' égale à 0, c'est le même temps partout. Je suis en train de considérer ce qui se passe à l'instant t égale à 0. Et donc en mécanique classique, on dirait oui, bah, t égale à 0, ça veut dire t' égale à 0. Ben non. T' est égal à 0 au point O. Mais si je fixe le temps t dans le référentiel R, attention, sur les différents points d'abscisse x' différentes de 0 dans R' ne correspondent pas au même instant t'. Donc, regardez, quelle est l'équation qu'on va utiliser? Il y a encore une fois, il y a deux possibilités. Quelle est l'équation la plus simple à utiliser pour obtenir la coordonnée ct'? Oui. Ct égale également ct', et alors, oui, plus bêta x'. Très bien. Voilà. Équation juste, et en plus, effectivement, c'est la plus simple. Alors pourquoi c'est la plus simple? Parce qu'on vient de dire x' c'est connu, c'est la longueur propre. Bêta, on connaît, c'est 1,5. Ct', on ne le connaît pas, d'accord? Mais c'est ct qu'on connaît. Ça vaut juste 0. Donc, ce qui est dans la parenthèse vaut 0. Donc, j'écris ça, puis je vous réponds. Donc, ct', c'est égal à moins bêta x', c'est-à-dire moins la longueur propre sur 2. Alors, la longueur propre, c'était 1,10 m. Donc, longueur propre sur 2, ça fait moins 0,55 m. Alors là, vous pourriez calculer numériquement la valeur de t', parce que vous savez que c'est, vous connaissez depuis le lycée, 3 10 puissance 8 mètres par seconde hein, dans les unités SI. Donc, on pourrait diviser par c et obtenir l'instant t'. Alors, en relativité, en général, on n'en a rien à cirer. On cherche les coordonnées ct, toujours. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui est homogène à une longueur et la transformation de Lorentz, elle relie du coup que des longueurs entre elles. Vous voyez, on a calculé par ct, ça c'est homogène à une longueur en fonction de ct' et de bêta x'. Tout est homogène à une longueur. Donc, si on veut vraiment avoir par calcul numérique le temps t', ok, il n'y a plus qu'à diviser par la vitesse de la lumière. Mais en général, il suffit d'exprimer les temps sous forme de longueur comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer t', on vous demandera de calculer ct'. Moins 0,55 m. Donc ça correspond, sans faire le calcul, à un instant t' qui est inférieur à 0. Alors, oui, dans l'ordre, oui. Pourquoi tu as utilisé la formule ct' égale gamma ct moins bêta x, sachant que x, on l'a calculé avant? Oui, alors bonne remarque, effectivement, j'aurais pu aussi calculer ct'. Hein, j'aurais pu dire ct' égale gamma ct moins bêta x. Ok, c'est possible de le faire et c'est un très bon exercice, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours deux façons de répondre aux questions, soit en passant de S à S', soit en passant de S' à S. Eh bien, allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous tombez sur une expression qui est un tout petit peu plus compliquée à utiliser en général,
mais vous allez vérifier numériquement d'une part, et puis par calcul algébrique, ça prend juste 2 lignes, 3 lignes maximum. Vous allez vérifier que ça donne bien la même expression, à savoir ça. Vérifiez-le. D'accord? Bien sûr, prenez c'est toujours le même événement, toujours la position, ça doit caractériser la position du point B à l'instant t égale à 0. Donc c'est la même valeur. Voilà. Donc vérifiez-le. Oui? Ça veut dire que le temps t' est négatif, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose qui a eu lieu avant qu'il y ait la coïncidence ici. Voilà. Dans le référentiel de la barre elle-même. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, après, quel est le sens physique de cette valeur? On va le voir quand, par exemple, voir l'exercice un tout petit peu plus compliqué avec le train et le tunnel, on va le voir précisément quand on fait rentrer un train dans un tunnel puis qu'on ferme les portes du tunnel. Là, on va voir précisément ce que ça veut dire. Est-ce que le train est-ce que dans un référentiel ou dans l'autre, est-ce qu'on peut considérer que le train est bien rentré dans le tunnel sans dépasser des bouts, des extrémités ou pas? Ça, ce sont les valeurs qu'on obtient qui vont permettre de le dire. Voilà. Mais si je vois juste le résultat moins 0,55 mètres, ça veut juste dire que ça correspond à un instant qui est antérieur au moment où vous avez la coïncidence AO. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Alors, je pense vous avoir donné les pistes, les billes pour continuer cet exercice-là. Peut-être, juste pour que vous voyez que ce n'est pas difficile, il y a un exercice qui s'appelle train aux photos, qui est presque sans calcul aussi, donc c'est 2 pages plus loin. On peut regarder le début. J'essaie de vous lancer aussi sur cet exercice, vous montrer que c'est abordable, juste en raisonnant, en appliquant les définitions. Donc, cet exercice, il est vraiment très proche de ce que j'ai fait en cours avec les 2 avions qui se croisent. Et donc, c'est pour mettre quelque chose de quantitatif derrière les indications des horloges de l'avion. Je vous rappelle que dans le cours, comme dans cet exercice, on fait des représentations dans le référentiel terrestre, des horloges qui sont synchronisées dans le référentiel en mouvement. Donc ici, vous avez un train qui est en mouvement, bon, à une vitesse très importante quand même, c sur 2. Donc, on représente dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire à un instant donné, imaginez, on prend en photo le train dans le référentiel terrestre et on regarde quelles sont les indications des diverses horloges qui sont dans ce train. Donc, quand je dis on prend en photo, c'est un raccourci, je veux dire par là, à un instant donné dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire que tout se passe comme si on faisait une empreinte dans l'espace des indications des horloges du train à un instant donné de notre référentiel terrestre. Voilà. Donc, il faut avoir en tête que toutes les horloges dans chacun de ces schémas, toutes les horloges terrestres, fixes dans le référentiel terrestre qui sont disposées le long des rails, indiquent la même valeur. À cet instant du référentiel terrestre, on va voir que les horloges dans le train n'indiquent pas ne donnent pas les mêmes indications. Donc ça, je l'ai déjà démontré qualitativement dans le cas des 2 avions qui se croisent. Et bien là, on demande d'aller un petit peu plus loin, de faire un calcul. Alors, premier truc sans aucun calcul. Est-ce que vous pourriez dire, en regardant la photo 3, si j'ai bien fait mon dessin du moins, quelle est l'indication de l'horloge de droite sur la photo 3 et pourquoi? Sur la photo 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai représenté, moi, un signal, un flash, la lumière d'un flash, vous avez une onde qui se propage. Oui? Voilà, c'est l'instant 1. Justifié, Simon? Est-ce que B reçoit la lumière ou à l'instant 1 comme A? Voilà, l'instant 1, dans le référentiel du train, c'est par définition l'instant auquel la lumière est reçue en provenance du milieu du train. Le point O, c'est le point d'émission de la lumière, c'est le milieu du train. Donc, dans le référentiel du train, je vous rappelle, la lumière se propage dans la même direction, à la même vitesse vers la gauche et vers la droite. Donc, si je dis que l'instant 1, dans le référentiel du train, pour les horloges du train, si l'instant 1, c'est l'instant de réception de la lumière à un bout du train, eh bien, par définition, c'est lorsqu'on est aussi à l'instant 1 que la lumière est reçue à l'autre bout du train, puisque la lumière se propage à la même vitesse dans les 2 directions, vers la gauche et vers la droite, dans le train. D'accord ? Donc, vous pouvez déjà
vous voyez, sans aucun calcul, juste avec du raisonnement, vous pouvez déjà dire que photo 3, horloge de droite, c'est forcément aussi l'instant 1. Alors maintenant, si on compare la photo 1 et la photo 2, qu'est-ce qu'on peut déterminer? Regardez le temps, précisément, la durée que prend le passage du signal du point O jusqu'au point A. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut calculer? La longueur du train, c'est L. Donc, quelle est la distance parcourue par la lumière entre la photo, entre le point O et le point A? C'est L sur 2, puisque O est au milieu du train. D'accord? Donc, entre la photo 1 et la photo 2, la lumière qui se balade vers la gauche, là, entre O et A, elle a parcouru, dans le référentiel du train, elle a parcouru une distance L sur 2. D'accord? Donc, toujours dans le référentiel du train, là, il faut bien avoir ça en tête, hein, parce que c'est important en relativité, sinon on dit des trucs faux. Dans le référentiel du train, je répète, la distance parcourue par la lumière, c'est L sur 2. Or, la vitesse à laquelle cette distance est parcourue, c'est C, comme dans tous les référentiels. La vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation à partir de ça? J'ai une vitesse C, j'ai une distance à parcourir qui est L sur 2. Je sais que l'instant initial dans le référentiel du train et dans le référentiel des rails, c'est l'instant 0. Voilà, on peut dire que c'est l'origine commune des deux référentiels, c'est le point O dans la photo 1. Quelle est la durée qui s'est écoulée dans le référentiel du train entre la photo 1 et la photo 2? Dans le référentiel du train, regardez, le signal, il est parti à l'instant 0. Il arrive à l'instant 1. Donc, il s'est écoulé une unité de temps. Alors, pour que ce soit raisonnable, il faudrait que l'unité de temps elle soit toute petite, parce que sinon, le train, il est très grand. Hein. Donc, peu importe la valeur numérique ici, hein, c'est le raisonnement qui compte. Donc, j'ai une célérité du signal lumineux qui vaut C, j'ai une durée qui vaut 1, et la distance parcourue, c'est L sur 2. Donc, ça y est, on a la valeur de L. Hein. L, c'est donc simplement 2 fois C. D'accord? Voilà une première information. Ça, c'est une unité de temps. Une unité de temps. Voilà. Alors, je n'ai pas dit une seconde. Pourquoi? Parce que si vous dites que ça fait une seconde, ça veut dire L est égal à 2C. C, c'est 3 10 puissance 8 mètres. 6 10 puissance 8 mètres. Je n'ai même pas envie de calculer. C'est une horreur. Ça fait un train abominablement long. Alors, imaginons, parce que ça change rien au raisonnement, que les durées sont comptées en nanosecondes ou en picosecondes. Vous arrivez à des centimètres ou des millimètres. Voilà. Donc, voilà, il suffit de choisir, allez, mettons en microsecondes, ça doit être raisonnable. On arrive à des longueurs de train raisonnables. Oui. La durée 1, c'est bien une durée taux impropre qui est mesurée dans le référentiel R terrestre. Alors, là, je suis en train de raisonner dans le référentiel du train. Donc, c'est une durée qui s'est écoulée dans le train. Bon, et attention, ce n'est pas une durée propre, puisque c'est une durée qui s'écoule entre deux événements. Un qui a lieu au point O, dans le référentiel du train, et un autre qui a lieu au point A. Donc, ça correspond à la différence d'indication de deux horloges qui sont à deux endroits différents. Bon, voilà, première info. Alors, avec ça, je dis justifier que sur une photo donnée, la quantité CT' plus bêta X' est la même partout. Je l'écris. Ben, tenez, je vais même juste laisser ça. Est-ce que quelqu'un pourrait justifier à partir de ce que je suis en train de laisser au tableau? Alors, pourquoi est-ce que sur une photo donnée, je peux dire que CT' plus bêta X' est le même partout? Les primes, ça correspond au référentiel du train. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Une photo donnée, c'est une représentation supposée fidèle de ce qui se passe à un instant donné T dans le référentiel du quai. D'accord? Donc, sur une image donnée, qu'est-ce qui est constant? Qu'est-ce qui est le même partout? C'est T. C'est bon pour tout le monde, ça? Bon, donc, je répète, justifier que sur une photo donnée, je viens de dire une photo donnée, c'est T le même partout. D'accord? Puisque c'est une photo faite dans le référentiel terrestre. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas les phrases que je fais. Hein. Photo donnée dans le référentiel terrestre, ça veut dire T le même partout.
justifier que la quantité CT' plus bêta X' est la même partout sur cette photo. Pourquoi c'est... Enfin, je sais pas. Voilà, ok, donc ok, il y en a plusieurs qui savaient, mais il faut le dire, hein, même quand ça vous semble tellement évident, c'est un peu comme en maths, une fois qu'on a compris, c'est parfaitement évident, mais encore faut-il le dire, l'exprimer. Si ça c'est constant, c'est le même sur une photo donnée, si T est le même partout, définition du flash fait de la photo faite à l'instant T dans le référentiel terrestre, ben c'est que ça c'est le même partout, d'accord? Donc c'était le même partout sur une photo donnée. Vous appliquez donc cette égalité qui vient des transformations de Lorentz. Donc ça aussi, ça a la même valeur partout. Voilà. Alors comment on fait à partir de ça pour avoir les différentes indications des horloges? Ben, il suffit d'exprimer, de faire le petit calcul, d'exprimer la constance de cette grandeur-là. Alors qu'est-ce que ça vaut, ça? Si ça c'est le même, si CT' plus bêta X' est le même partout, ben, calculons-le en un point quelconque. Par exemple, sur la photo, allez, on se place sur la photo 2. Exemple, photo 2, on fait juste un calcul comme ça, puis après je vous laisserai faire les autres. Sur la photo 2, qu'est-ce que ça vaut? CT' plus bêta X'. Ben, comme c'est le même partout, c'est par exemple la valeur que je connais, c'est celle au point A. C'est donc CT'A plus bêta X'. Okay. Qu'est-ce que je connais là-dedans? Je connais T'A, puisque c'est l'indication de l'horloge qui est à gauche, c'est 1. Et X', c'est quoi? Est-ce que X' est égal à 0? Dans l'origine, on dit dans l'énoncé, l'origine du référentiel S', lié au train, c'est toujours le point O. Or, le train il a une longueur L, donc l'abscisse de A, c'est moins L sur 2 dans le référentiel du train. Voilà. Donc, ça y est, on a tout ce qu'il faut. Ça fait C plus bêta. Bêta, je vous rappelle que c'est VE sur C. Ça vaut combien, là, dans l'exercice, bêta? On prend souvent cette valeur-là parce que c'est simple. 1,5. Bêta vaut 1,5 et à multiplier par moins L sur 2. Sachant que, je l'ai effacé, non? L sur 2, le voilà. L sur 2, c'est égal à C. D'accord? Donc, ça, c'est moins C. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Tout ça, ça vaut donc juste C sur 2. Voilà. Cette quantité-là, qui est la même partout sur la photo 2, c'est juste C sur 2. Okay. Donc, ça y est, maintenant, on applique ça. On a trouvé cette valeur invariante, enfin, toujours, qui est uniforme dans la photo 2. Uniforme, ça veut dire le même en tout point. Et on va l'appliquer à un autre point. Donc là, on connaît au point A, c'est bon. Mettons qu'on regarde au point B. Donc au point B aussi, j'aurai C sur 2 égale cette quantité-là. Bon, alors j'y vais. Moi, ce que je cherche, c'est T'B. Je cherche l'indication sur la photo 2 de l'horloge qui est au point B. D'accord? Donc, j'ai juste à remplacer X'(B) par, ça vaut combien X'(B)? L sur 2. D'accord? Ça ne change pas. Hein? C'est toujours l'avant du train, c'est toujours X'(B) égale à L sur 2. Bon, bêta, c'est toujours 1,5. Ok? Et bien, ça y est, j'ai tout. J'en déduis. C'est T'B. Et donc, égal à C sur 2 moins L sur 4. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L sur 2, c'est C. Donc, L sur 4, c'est C sur 2. Donc, ça vaut 0. Ben voilà l'indication de l'horloge. Ça, c'est l'indication. Puisque CT'(B) est égal à 0, ça veut dire que T'B est égal à 0 sur la photo 2. D'accord? Donc, sur la photo 2, vous avez l'horloge qui est en A qui indique 1. Et au même instant, dans notre référentiel terrestre, l'horloge qui est en B n'indique que 0. Voilà, la photo 2.
photo 2, j'ai une horloge ici qui indique 1. L'horloge qui est là indique 0. Donc ça, c'est le point B. Ça, c'est A. Et ça, c'est le point O. Ici, T' égale 1. Ici, T' est égal à 0. Autrement dit, ces deux événements qui sont simultanés dans mon référentiel terrestre, ils ne sont pas simultanés dans le référentiel du train. Ça, c'est ce que j'avais déjà démontré qualitativement avec les avions. Bah là, on a quelque chose de quantitatif. Okay. Donc, il vous reste à appliquer ça. Là aussi, je vais vous laisser le faire parce que si vous avez compris ça, vous allez pouvoir chercher avec une certitude de succès. Vous allez pouvoir trouver toutes les indications des horloges sur la photo 2 et sur la photo 3, et puis même celles qui manquent sur la photo 1. Et puis, vous allez aussi, toujours avec les transformations de Lorentz, vous allez sans problème trouver les indications des horloges sur le quai, sachant que, et ça, c'est peut-être pas mis assez clairement dans mon énoncé, l'origine des temps, on dit que c'est le point O à l'instant 0 sur la photo 1. Ça, c'est l'origine des temps, T', c'est l'origine des temps dans S' et dans S, ou dans R' et dans R, je ne sais plus comment je les appelle. Voilà. C'est bon? Alors, combien de temps me reste-t-il? Un quart d'heure? Okay. Bon, alors, je vais quand même commencer sur les quadrivecteurs, donc, parce que pour aller un petit peu plus loin en relativité, vous allez voir, il vaut mieux écrire les choses un petit peu autrement que ce qu'on fait en mécanique classique. On va travailler dans l'espace-temps à 4 dimensions au lieu de séparer l'espace et le temps. Vous avez vu, transformation de Lorentz, ça lie le temps et l'espace. Donc, autant remplacer directement la notion de vecteur à 3 dimensions par une notion de vecteur à 4 composants dans lesquels apparaissent le temps. C'est ce qu'on appelle un quadrivecteur. Alors, j'ai introduit ça maintenant, puis on verra leur utilisation sûrement à la séance d'après. Voilà, je vous laisse finir ces deux exercices-là, qu'on a bien démarré. Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est que pour un signal lumineux, on sait que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. Ça vaut toujours C. C'est-à-dire que si je considère deux événements E1 et E2 qui correspondent à l'émission et à la réception respectivement d'un signal lumineux, eh bien j'ai une relation simple entre la distance parcourue et le temps de parcours. Il y a toujours le rapport c'est toujours la vitesse de la lumière. Bon, ça je peux l'écrire de la façon suivante. On peut dire que dans un certain référentiel, vous avez C delta t qui est égal à la distance, mettons, que je vais noter delta R, parcourue. Distance parcourue. Bon, je peux mettre ça au carré. Ça fait C2 delta t au carré est égal à delta R carré. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est en utilisant les coordonnées que j'ai déjà utilisées, c'est delta x carré plus delta y carré plus delta z carré. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tous les référentiels. Autrement dit, bon, par exemple, je vais tout passer du même côté. La quantité suivante, donc, toujours pour ce signal lumineux, la quantité suivante que je vais baptiser delta s carré, qui est C2 delta t carré moins delta x carré moins delta y carré moins delta z carré, ça vaut toujours 0. Donc si je le calcule dans un autre référentiel, j'obtiendrai encore 0. Donc voilà, ça c'est vrai quel que soit le référentiel. Donc dans un référentiel S', différent de S, j'aurai encore delta, alors allez, R', parce qu'il y a deux S sinon. Dans un référentiel R' différent du référentiel R que j'ai utilisé, on sait que, ici je vais rajouter, pour faire la différence entre les deux, dans le référentiel R,
Voilà, ce que j'ai écrit, c'était dans un référentiel R. Je passe dans un autre référentiel R'. Eh bien, la quantité delta S' carré qui vaut C2 delta T' carré moins tout ça au carré, ça vaut toujours 0. Voilà. Donc on dit que cette quantité-là est invariante par changement de référentiel. Idem est, delta S carré est invariante par changement, je mets en abrégé, allez, changement de référentiel. Voilà, ça c'est pour un signal lumineux. Alors, on pourrait se demander à partir de là, est-ce que finalement cette quantité-là, est-ce qu'elle ne serait pas invariante pour n'importe quelle distance entre deux événements? Vous prenez deux événements E1 et E2, entre eux, il y a une distance sur x delta x, une distance sur y delta y, etc. Il y a une durée delta t qui sépare ces deux événements. Est-ce que la grandeur que j'ai écrite ici, C2 delta t carré moins delta x carré, etc., est-ce que ça ne serait pas la même, quel que soit le référentiel? Alors, il est facile de vérifier que oui. Bon, d'où est-ce que ça sort cette idée? En fait, mathématiquement, si vous connaissez, alors peut-être que certains d'entre vous ont fait un petit peu des trucs comme ça s'appelle en maths une forme quadratique. Ça fait partie du chapitre des quadriques. Est-ce qu'il y en a qui font ça dans les options? Non? Bon, alors plus tard, peut-être, pour ceux qui feront encore un peu de maths après, ça s'appelle une forme quadratique. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si il y a une relation linéaire entre delta x' et les autres grandeurs, delta x, delta y, delta t, etc., alors, si une relation comme ça est vraie, c'est-à-dire si ces deux formes quadratiques, c'est comme ça qu'on les appelle en maths, celle-ci et celle-là s'annulent en même temps, alors en fait, elles sont proportionnelles l'une à l'autre. Voilà ce qu'on peut montrer purement mathématiquement. Donc, les premiers physiciens qui sont attaqués à ça, ils connaissaient déjà bien les maths. Pour eux, c'était un truc assez évident et c'est une façon très rapide de démontrer les relations de transformation de Lorentz. Alors, nous, on va simplement le vérifier. D'ailleurs, je l'ai mis en exercice. Vérifier, c'est un des exercices que je propose, c'est aucune difficulté mathématique. Vous prenez le résultat des transformations de Lorentz et vous calculez ça. Vous regardez si ça vaut la même chose ou pas que ça, quand vous passez d'un référentiel S à un référentiel S' ou R vers R'. D'accord? Donc, c'est facile à vérifier. Donc, faites-le en exercice et puis on corrigera donc en TD. Donc, on vérifie facilement. Que pour tout couple d'événements, que quels que soient les événements E1 et E2, donc quand je dis quels que soient les événements, ça veut dire même s'ils ne sont pas reliés par un signal lumineux, quelle que soit leur distance, quel que soit le temps qui les sépare, alors on a delta S carré est égal à delta S' carré. D'accord? Vérifier, c'est à vérifier, c'est en exercice. Dans delta S', il n'y a que T qui devient T', X, Y et Z restent. Merci. Ici, c'est des primes partout. Voilà. Je calcule la même quantité, donc C2 dt carré, moins dx carré, moins dy carré, moins z carré, dans un référentiel ou dans un autre. Donc bien sûr, il faut, si je mets des primes quelque part, il faut mettre des primes partout. Et bien ça donne la même chose. Donc à vérifier avec les transformations de Lorentz. Vous avez, allez, je fais le tout début. Par exemple, vous avez l'expression x' est égal à gamma facteur de x moins bêta ct. Bon, si vous faites la différence entre deux points d'abscisse x' différentes, vous remplacez x' par delta x', vous remplacez x par delta x et vous remplacez t par delta t. Voilà, vous sauriez faire la même chose pour les autres, pour les 4 autres équations de transformation de Lorentz. Donc à partir de ça, et donc de c delta t' égale, à partir de ça, il est très facile de montrer que
cette quantité-là, que j'ai notée delta S carré ou delta S prime carré suivant le référentiel, ça donne toujours le même résultat. Donc on dit que c'est un invariant. Cette quantité-là, elle est invariante par transformation de Lorentz. Delta S carré est invariante par transformation de Lorentz. C'est bon sur le principe au moins, donc vérifiez tranquillement. Ça ne pose aucune difficulté mathématique, hein, on corrigera. Alors, puisque c'est un invariant, bah, prenons 3 cas de figure. C'est un invariant, donc ça veut dire que son signe est invariant. Alors, on peut déjà dire déjà pas mal de choses avec ça. Par exemple, là je parle du signe. Alors, évacuons déjà le cas où ça vaut 0. Donc, 3 cas particuliers, 3 cas de figure. Bon, premier cas, delta S carré est égal à 0. Donc, ce qu'on vient de voir, ça correspond à un signal lumineux. Hein, le delta S carré, c'est quoi? C'est l'intervalle correspondant à 2 événements E1 et E2 qui sont reliés par un signal lumineux. Sont reliés par un signal lumineux. Voilà, donc dans un référentiel donné, si je représente la distance parcourue, mettons je l'appelle R, en fonction du temps, et précisément en fonction de CT, puisque c'est ce qui intervient, ben j'ai une relation toute simple. C'est R est égal à CT pour un signal lumineux. Alors, la distance parcourue, bon, ben c'est dans toutes les directions de l'espace, donc ça correspond mathématiquement, R égale à CT, à des droites comme ça. À 45 degrés, là, c'est les bissectrices, si vous voulez. Ça correspond au déplacement d'un signal lumineux. Vous avez un événement quelconque que j'appelle E1 ici à l'origine. Ben, si E1 et E2 sont reliés par un signal lumineux, ça veut dire que ben, E2 se trouve là, par exemple. Si l'événement 2 est caractérisé par une certaine distance et un certain temps qui sont égaux, CT et R, ça veut dire que de E1 à E2, ben, il y a un signal lumineux qui a pu se propager, qui est parti de 1 et qui est arrivé au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire sur l'événement E2. Voilà, donc si je représente ça à une dimension, ça c'est la distance, ça c'est CT, ben, vous voyez que ça fait donc 2 nappes. Imaginez que j'ai représenté, pour essayer de faire quelque chose de plus réaliste, imaginez que je représente X comme ça vers la droite, Y vers le fond. Ben dans ce cas-là, on obtiendrait un cône. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général le cône de lumière. Hein. Voilà, ici, E1 et E2 sont reliés par un signal lumineux. Alors, bon, je vais écrire ça. Je donne son nom habituel, ce qu'on appelle le cône de lumière. Bon, alors maintenant, prenons le cas d'un événement E2 qui n'a pas lieu ici, mais mettons là. On a un point comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de l'invariant delta S carré? Vous voyez, j'ai marqué delta S est une grandeur invariante par transformation de Lorentz. Dans beaucoup de livres de physique, ça s'appelle l'invariant. L'invariant de Lorentz. Quel est le signe, si E2 correspond à un événement là, quel est le signe de l'invariant delta S carré? Réfléchissez-y avant que j'efface, enfin pendant que j'efface. Bon, alors je vais juste écrire ça, parce que c'est là. Donc, si on prend un événement, est-ce qu'il faut que je les... Allez, ça c'était E2, mettons, et là c'est E2'. Voilà, donc j'écris juste ça, puis je vous laisserai y réfléchir. Entre E1 et E2'. L'invariant delta S carré, il a quel signe? Il est positif, effectivement. Et s'il est positif dans un référentiel, puisqu'il est invariant, il est positif dans tous les référentiels.
Donc son signe, il a une signification physique. Voilà. Bon, et ben je m'arrêterai là. Dans tous les référentiels. Voilà, ça veut dire quoi? J'écris juste ça pour qu'on ait écrit un tout cohérent. Ça veut dire que vous avez par exemple si T est plus grand pour E'2 que pour E1, ça veut dire que l'événement E'2 a lieu après E1. Or, le signe est conservé, le signe de l'invariant est conservé. Ça veut dire que vous avez toujours E'2 qui arrive après E1. Autrement dit, tout ce qui est à l'intérieur de ce cône-là, ça s'appelle le futur de l'événement E1. C'est tout ce qui peut être relié de manière causale. On peut envoyer, par exemple, je détaillerai ça la prochaine fois, on peut envoyer un objet depuis E1 vers E2 pour causer l'événement, c'est E'2, pour causer l'événement E'2. Donc c'est tout ce qui peut être la conséquence, tout ce qui est à l'intérieur de ce cône supérieur, c'est tous les événements qui peuvent être la conséquence de l'événement origine E1. C'est pour ça qu'on l'appelle le futur. C'est le cône du futur. Voilà. Donc je détaillerai ça la prochaine fois.